Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cet épisode de Juge sous contrainte, j'avais envie de répondre à la question est-ce que un toxicologue ou un expert en général se doit d'être neutre, d'être objectif et d'être indépendant? Et mon avis sur la question, c'est que on ne peut pas être les trois à la fois et qu'il y en a un qu'il faut pas forcément fuir, mais en tout cas ne pas chercher à poursuivre. On va commencer par le premier. Le premier, c'est la question de la neutralité. En fait, la neutralité, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte essayer d'avoir le point de vue qui représente le plus de monde possible. Euh, la neutralité, en quelque sorte, c'est d'éviter les opinions trop radicales, trop extrémistes, trop fantasques, et essayer de rassembler le plus possible selon une base commune. Et dans les faits, enfin, l'idée c'est d'être, en quelque sorte, c'est de vouloir adopter les opinions de tout le monde pour donner l'impression d'adopter les opinions de personne. Euh, Au moment où je tourne cette vidéo, c'est un sujet d'actualité en France. Mais par exemple, la neutralité du service public, ça consiste en quelque sorte à adopter un point de vue le plus centriste possible, en espérant qu'un maximum de personnes s'y retrouvent et, et de considérer aussi que trop représenter les extrêmes a quelque chose de dangereux. Et on en ouvrirait presque à penser que le point de vue qui est perçu comme neutre, en fait, ne l'est pas vraiment. Et qu'en soi, les points de vue radicaux ou extrémistes peuvent être informatifs au sens où ils peuvent nous révéler sur nos propres erreurs. Donc, la neutralité est à la fois quelque chose d'impossible à atteindre et peut-être même quelque chose de dangereux parce qu'il vous rend potentiellement aveugle, aussi bien sur des choses qui peuvent vous faire progresser ou clarifier votre pensée en vous confrontant à des points de vue plus moins conventionnels, euh, et aussi vous amener à réfléchir beaucoup plus sur vos propres biais. Dans un épisode précédent, j'avais traité des 4 erreurs qui faisaient de vous un toxicologue partisan, et là-dedans, j'avais pointé euh, le, la naïveté euh, du, euh, du procéduralisme naïf et de ce que j'appelais le scientisme naïf, qui était l'idée de dire que les faits scientifiques euh, étaient clairs en eux-mêmes, que les données scientifiques parlaient d'elles-mêmes, et l'idée que si on suivait la procédure, c'est que, en quelque sorte, on devait arriver nécessairement au résultat le meilleur et le plus juste. Et je pointais l'aspect naïf parce que, d'une part, vous croyez, soit vous y croyez vraiment, et dans ce cas, vous risquez de ne pas vous rendre compte que votre opinion n'est pas neutre et n'est pas forcément juste, qu'il y a toujours des interprétations derrière les faits et que ça ne vous rend pas justement conscient de cette distinction. Et puis d'autre part, si vous n'êtes pas tout à fait bête non plus, et c'est le cas de la majorité des gens, euh, vous risquez d'en faire un écran de fumée pour servir des objectifs un peu plus opportunistes ou plus cyniques, où vous drapez derrière une prétendue naïveté ou une prétendue virginité, et pour en fin de compte servir des objectifs un petit peu moins nobles, ou en tout cas ne pas jouer carte sur table en quelque sorte. Donc voilà, ça c'est en gros ce que je pense par rapport à la neutralité. Je pense pas qu'un toxicologue ou un expert en général dans une problématique de,
où la science sert à éclairer des décisions urgentes et à haut enjeu. Donc, dans le cas qui nous intéresse, évaluer la dangerosité de polluants chimiques. Voilà. Là maintenant, je voudrais passer au deuxième. C'est la question de l'objectivité. Ça, c'est une notion qui est beaucoup plus intéressante parce que je vous parlais du fait qu'il y avait les faits et l'interprétation. Et je pense que le meilleur moyen de se rendre compte qu'on dépend d'un certain point de vue, d'un certain cadre d'interprétation, c'est avant tout d'ancrer et d'isoler les faits. Et c'est seulement lorsque l'on se met d'accord sur les faits que des personnes qui ont des interprétations différentes peuvent dialoguer, peut-être pas se mettre d'accord, mais au moins bénéficier d'un échange mutuel, on va dire. Et en soi, pourquoi est-ce que l'objectivité, c'est quelque chose à poursuivre? Alors, il y a une présupposition philosophique de base en science qui est le réalisme. Donc c'est le fait que ce monde a des propriétés. Il existe un monde qui est extérieur à notre conscience et à nos sensations. Il a des propriétés que l'on peut connaître par l'expérimentation, le fait de poser des hypothèses et déduire des conclusions à partir de l'expérience ou de la rationalité. Et c'est seulement quand on se met d'accord sur ce qui est extérieur à notre conscience et à notre sensibilité qu'on peut commencer à construire une véritable discipline scientifique. Si vous ne pouvez pas poser une hypothèse testable, et si elle ne s'inscrit pas dans une certaine réalité, vous n'avez jamais la possibilité de déterminer si elle est juste ou si elle est fausse. Et donc c'est en ça que chercher l'objectivité, pas forcément là-dessus la neutralité, mais en tout cas se mettre d'accord sur les faits objectifs à partir desquels on peut être d'accord ou non, est en fait une condition de progression de la science et de simplement ancrer nos perceptions sur la réalité, puisque tôt ou tard, la réalité finit par nous rattraper. Et enfin, il y a la troisième composante, qui me tient à cœur, c'est la notion d'indépendance. Donc, le titre de cette chaîne, c'est « Juge sous contrainte ». Donc, voilà, c'est comme ça que je perçois le métier de toxicologue et d'expert en général. Pourquoi juge, d'abord? Donc juge, c'est parce que l'action de juger, c'est le fait de mettre un qualificatif sur une chose ou une situation, même lorsqu'il y aura toujours une part de subjectivité et lorsqu'il y a toujours une part d'incertitude ou d'information incomplète. Par exemple, quand vous dites à une personne vous n'avez pas le droit de me juger, c'est en fait vous reprochez à la personne de poser un qualificatif sur votre personne, sur vous, sur vos attitudes, sur votre personne elle-même, alors qu'elle ne connaît pas tous les tenants et aboutissants, et quelque part elle vous emprisonne dans une vision qui ne vous correspond pas. À l'inverse, un juge au sens juridique, l'idée c'est qu'à un moment il faut trancher si la personne est coupable ou non coupable. Effectivement, il y aura toujours un moment, un bénéfice, un doute sur la culpabilité d'une personne, mais à un moment il faut trancher, même lorsqu'on n'a pas forcément toutes les informations. Et donc, pour un toxicologue qui doit juger de la dangerosité et du risque de produits chimiques pour la santé humaine et l'environnement, si au bout d'un moment vous ne jugez pas, quelque part vous ne faites pas votre boulot. Et je parle de juge sous contrainte parce qu'il y a toujours des contraintes qui font que vous ne pouvez pas toujours exprimer votre jugement en toute indépendance, précisément. Les contraintes
il y en a 3 qui me tiennent, qui me frappent dans ma pratique. La première, c'est les procédures et la loi. Donc l'encadrement des substances chimiques est très réglementé et il y a toutes sortes de critères qui permettent, de faire en sorte de se mettre d'accord sur est-ce qu'on considère qu'une substance est, je sais pas, cancérigène catégorie 1, catégorie 2 ou non classée et qu'à partir du moment où vous remplissez certains critères de catégorie 1, alors vous avez, des mesures beaucoup plus restrictives que si une substance n'est pas classée. Hem Et donc, là, on essaie de plus en plus, on essaie le plus possible d'aligner les critères, sur une base scientifique objective. Mais évidemment, ces critères ne sont jamais neutres et ne s'appliquent pas forcément de façon satisfaisante à toutes les situations. Et à mesure que les réglementations deviennent de plus en plus complexes, hem et en fait vous disent de plus en plus comment vous devez juger, précisément pour, éviter, chasser le plus possible l'arbitraire et l'incohérence dans les décisions, que ça soit des autorités ou de l'industrie ou d'autres parties prenantes. En fait, ça vous amène plus à devoir interpréter des textes, plus qu'à réellement exprimer votre jugement scientifique, à évaluer vous-même le poids des preuves. Ça de pas les réglementations reconnaissent le jugement d'experts, mais il y a quand même une tension à essayer de vouloir, le réduire le plus possible lorsque l'on peut trouver un critère objectif pour le chasser, et précisément pour éviter ces incohérences. Et donc là en fait un autre effet, enfin, allez, on va dire, un autre effet, structurel, voilà, on peut, auquel on ne peut pas y échapper, voilà, c'était le mot que je cherchais. Hem, mais, mais auquel il faut toujours faire attention. Il y a toujours une tension avec le fait que, les procédures figent en quelque sorte les rôles, et notamment la question de l'indépendance. Hem, En fait, en quelque sorte, les règles ne vont pas chasser les conflits d'intérêts, par exemple, mais auront tendance à les mettre en scène, à les domestiquer, si vous voulez. Puisque les règles vont définir ce que les autorités peuvent faire, ce que l'industrie ou les ONG, peuvent faire, quel est le rôle de l'information scientifique. Et donc en quelque sorte, ça fige les rôles plus que ça et les conflits d'intérêts qui vont avec, plus que ça ne résout la question des conflits d'intérêts. Et donc ça m'amène à la deuxième type de contrainte auquel le toxicologue, est confronté, c'est la question des conflits d'intérêts. Puisque le toxicologue, il faut bien que, voilà, il gagne sa vie, il remplisse son frigo. Et donc, le toxicologue, très souvent, dépend de sources de financement, qui proviennent hem, d'une même zone d'intérêt. Donc si et vous allez être amené mécaniquement à réduire votre espace de jugement ou en tout cas l'expression de votre jugement aux intérêts de la personne ou de l'institution qui vous paye. Donc par exemple, vous êtes payé par l'industrie, votre mission c'est de faire en sorte que l'industrie puisse continuer à mettre les produits sur le marché, à respecter la loi, et à limiter le plus possible les effets indésirables, des réglementations, de plus en plus extensives et donc quelque sorte à faire durer, à prolonger le plus possible la durée de vie de votre produit en amenant les preuves, une argumentation scientifique qui servent à ce but. Donc ça, c'est votre contrainte en tant que toxicologue d'entreprise. Si vous êtes toxicologue engagé par les agences de réglementation, votre objectif, c'est de préserver la crédibilité de l'institution, et de servir aussi le climat politique qui permet cette légitimité. Et donc, vous aurez peut-être tendance à avoir un biais envers l'application du principe de précaution, parce que autrement, vous condamneriez votre employeur à avoir sous-estimé un risque qui pourrait
paraître avérée par la suite. Ou à l'inverse, si vous êtes dans un climat politique où il y a plutôt une méfiance vis-à-vis des réglementations et à vouloir avoir une attitude plus pro-business, vous allez peut-être être amené à vous censurer pour ne pas donner au rôle des réglementations un rôle trop important vis-à-vis de l'économie. C'est une possibilité aussi. Si vous êtes un toxicologue financé par une ONG, un groupe de pression, même une institution, une association professionnelle industrielle, vous allez avoir tendance à fusionner avec la cause pour laquelle vous êtes financé. Et puis, si vous êtes un chercheur académique, vous avez peut-être une très forte présomption de neutralité, d'indépendance, parce que vous recevez des fonds publics, mais obtenir des fonds, c'est très compétitif, et une manière de vous distinguer des autres, c'est vous démarquer par le nombre et l'impact de vos publications scientifiques. Et donc, ça vous incite à favoriser des résultats originaux et donc spectaculaires, et aussi à alerter sur un résultat positif, donc un résultat qui conclut à la toxicité, à la dangerosité d'une substance, là où si vous avez conduit une expérience qui amène un résultat négatif, nous n'avons pas observé d'effets toxiques de telle substance dans telle circonstance, il y a peu de chances que votre résultat présente un intérêt suffisant pour les journaux, qui ne fonctionnent pas très différemment de la presse grand public, à favoriser évidemment les résultats spectaculaires et inquiétants. Et donc, ces résultats négatifs, vous allez avoir tendance à les ranger dans un tiroir. Et ça peut donner une vision tronquée de la réalité de nos connaissances scientifiques sur une certaine substance. Et donc, ça peut aussi vous amener parfois à survendre certains résultats ou à quelque sorte vous censurer lorsque vous avez un point de vue qui n'est peut-être pas aussi alarmiste que vous devriez, que quelque part le système attend de vous. Peut-être qu'un toxicologue qui trouve des résultats négatifs, c'est peut-être un toxicologue qui n'est pas assez productif, assez actif, assez utile finalement. Et donc ça, c'est une contrainte sur votre jugement. Et puis enfin, si vous êtes consultant, vous allez avoir tendance à fusionner avec les exigences de vos clients, donc ça va sans dire. Et enfin, une troisième contrainte, c'est émergente, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui, voilà, juger, réfléchir, c'est quelque chose qui est coûteux pour votre cerveau. Et donc, lorsque vous avez un modèle, un algorithme qui réfléchit plus vite que vous et qui arrive à une conclusion qui a l'air bien construite, plus vite et de meilleure qualité en apparence que ce que vous aurez pu faire, on va dire, manuellement, vous pourrez avoir une tendance à déléguer votre jugement à l'intelligence artificielle. Mais évidemment, l'intelligence artificielle, les algorithmes ne sont pas neutres non plus et peuvent parfois avoir des angles morts, avoir un raisonnement qui peut être biaisé ou ne pas tenir compte de certaines hypothèses implicites. L'expertise est souvent quelque chose d'implicite. Et puis l'intelligence artificielle ne peut pas non plus prendre la responsabilité du jugement qui a été produit, même tout simplement sur le plan légal. Qu'est-ce qui se passe si un jugement a mené, par exemple, à une catastrophe sanitaire ou écologique? Qui sera le responsable? Le créateur du logiciel, le logiciel lui-même ou l'utilisateur? Et dans ce cas, la capacité de juger n'est pas remplacée par l'IA, mais finalement, ça en rend sa valeur beaucoup plus importante, mais à supposer que ça soit reconnu en tant que tel. Donc voilà, ici je fais une longue digression sur la notion de contrainte sur le jugement, mais je retourne à la question de l'indépendance.
L'indépendance, en fait, c'est la capacité à réduire les contraintes sur votre jugement afin qu'il y ait de minimiser l'écart entre ce que vous auriez fait si vous étiez indépendant et le jugement que vous auriez exprimé parce que vous êtes structurellement dépendant de ces différentes contraintes. Et donc là, là, l'indépendance, c'est vraiment un sujet sur lequel il est important de travailler pour améliorer la qualité des réglementations chimiques et de l'évaluation de leur dangerosité. Et je voudrais insister sur un point important. Oui, l'indépendance, c'est important, mais ce n'est peut-être pas essentiel que tous les toxicologues soient indépendants. Quelque part, un toxicologue qui est employé par une industrie, une ONG, une agence de réglementation, qui fait bien ce boulot au sens qui déploie le mieux possible et le plus honnêtement possible et de la manière la plus qualitative possible, qui produit en fait les meilleurs arguments qui représentent certains intérêts bien définis, en quelque sorte, ça éclaire le débat. Si c'est compris comme tel, ça éclaire le débat. Donc, c'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est lorsque les positions se figent et qu'il n'y a pas de recul qui est pris précisément sur le fait que le jugement a été contraint. Et donc, il suffit, en fait, d'une personne ou d'une minorité de personnes réellement indépendantes, donc voilà, par exemple, une source de revenus externe qui peuvent s'adonner à la toxicologie d'une manière beaucoup plus désintéressée. Il suffit d'une personne comme celle-là pour secouer secouer le cocotier et dire ben voilà, là, le jugement, le débat part vraiment dans une mauvaise direction. Il y a une certaine interprétation, cadre interprétatif qui est complètement surévalué. En fait, c'est comme ça c'est comme ça qu'il faut penser ou raisonner. Et en quelque sorte, quelqu'un qui siffle la fin de la récréation. Euh, et je crois que c'est peut-être ça le problème de fond, c'est que les infrastructures actuelles ne permettent pas l'émergence et la stabilisation d'une minorité indépendante et qui structure en quelque sorte le débat et qui fait que les réglementations gravitent autour d'elles. Les réglementations ont tendance à graviter d'abord à l'initiative des autorités qui en fait figent les conflits d'intérêts autour d'eux. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur cette chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite une bonne journée.